bonsoir et merci de nous rester fidèles pour suivre ce débat consacré au football nigérien. Comme vous le savez, depuis un certain temps, plusieurs questions fusent par rapport à la gestion de ce football. Pourquoi, par exemple, le MENA n'arrive plus à se qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2013? Le championnat nigérien n'est-il pas d'un bon niveau? Ou alors, pourquoi n'y a-t-il pas assez de joueurs nigériens à l'étranger? C'est toutes ces questions et tant d'autres qu'un collectif de journalistes sportifs a décidé de recenser et d'inviter le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibril Himhamidou, pour y répondre. Eh bien, il est là avec nous et il va répondre naturellement à toutes ces questions. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Assimi. Bonsoir, tout le monde. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, on est là pour ça. Si on peut éclairer nos compatriotes par rapport à ce que nous vivons, par rapport à toutes les questions effectivement que les gens se posent, ça sera un plaisir de le faire. Voilà, je vais à présent vous présenter ce collectif de journalistes sportifs. Il y a donc en face, vous le verrez, en tout cas vous le voyez chaque dimanche dans son émission Palmarès sur la télévision Bonferré. C'est M. Abdelaziz Mohamedou. Bonsoir M. Abdelaziz. Bonsoir Assimi, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à tous les amoureux du ballon rond de façon générale. À ses côtés, lui également, vous le voyez, chaque lundi, dans son émission 100% Sport, il s'agit de Martin Arajo de la télévision Canal 3. Bonsoir Martin. Bonsoir Asmi, bonsoir amis téléspectateurs d'ici et de partout dans le monde. À mes côtés, c'est M. Damana Abdoulaye, qui est aujourd'hui consultant sportif indépendant. En tout cas, il fait du freelance et il monnaie ses talents dans plusieurs organes de communication de la place et même à l'étranger. Bonsoir M. Damana. Bonsoir Assumi et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision nationale, mais aussi les télévisions privées qui ont accepté de nous accompagner. Voilà, chers téléspectateurs, le décor est planté. Je vais me donner l'honneur et le privilège d'ailleurs de poser la première question au président de la Fédération nigérienne de football. Monsieur le Président, bonsoir. En tout cas, depuis 2009 que vous êtes venu à la tête de cette fédération, quel est l'état des lieux à l'heure actuelle? Merci Assimi. Ça fait 12 ans que nous sommes à la tête de la Fédération nigérienne de football. Ça sera très long si je dois faire tout un état des lieux. Mais ce que je peux dire, c'est que dans un premier constat, on peut dire qu'en tout cas, nous avons créé des conditions pour que le Niger puisse aujourd'hui exister comme nation de football. Aujourd'hui, le Niger existe sur la carte mondiale footballistique, en tout cas sur la carte d'Afrique de football, des pays de football, le Niger figure. En tant que pays jouant en tout cas du football, en tant que pays qui a su faire parler de lui. Pourquoi cela? Rappelez-vous un peu, quand nous sommes arrivés à la tête de la Fédération nigérienne de football, on était, je dirais, peu connus, si on peut dire. Et il y avait beaucoup de soucis, beaucoup de crises surtout. Nous sommes venus dans une période où les structures footballistiques étaient en crise. Et ce que nous souhaitons fixer comme objectif, c'était en premier lieu de ramener la sérénité dans le monde du football. Il faut reconnaître qu'en ce temps, comme je l'avais dit par le passé, le football était plus dans les rues, dans les fadas, dans les querelles et dans les médias, dans les querelles surtout des dirigeants, au lieu d'être dans les stades. Donc, premier objectif, il faut créer la sérénité, d'abord dans le milieu footballistique, ce à quoi nous sommes arrivés. Quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est un milieu associatif, c'est normal, des gens parlent, des gens se plaignent tous les jours, mais aujourd'hui vous constaterez avec moi qu'il y a une stabilité en tout cas au niveau du monde footballistique, au niveau de la majorité des clubs, 90-95% des clubs suivent en tout cas la politique sportive aujourd'hui avec plaisir et avec aura. Ensuite, il fallait ramener le football, le ballon même, il fallait le faire rouler dans les stades au lieu que ça soit dehors. Ce qui a été chose faite aujourd'hui, ce qui atteste ça, c'est nos résultats qu'on a eus. Même si aujourd'hui les gens continuent à croire qu'on n'a pas de résultats, c'est vrai qu'il y a des petits soucis, on ne s'est pas qualifié depuis un moment en Coupe d'Afrique, mais on existe toujours. On joue les CHAN, on joue, nos clubs jouent en Coupe CAF, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe toujours. On a un classement qui est assez
respectable, en tout cas sur le plan mondial et sur le plan CAF. Il faut dire, comme je dis, donc le constat, c'est qu'aujourd'hui on existe comme pays de football. Mais je reconnais que on a connu des contre-performances et cela, on vous l'expliquera pourquoi. C'est les circonstances qui se sont créées, des circonstances que nous avons tous créées, nous Nigériens, qui ont fait que nous sommes dans la situation où nous sommes. Je pense qu'on aura l'occasion de défier les Nigériens pour ça. On aura le temps, Monsieur le Président. Je rappelle que ce débat va se poursuivre sur 3 angles. Nous allons commencer d'abord par les compétitions locales, notamment le championnat, la Super League, la Ligue nationale, la Ligue régionale, plus les compétitions des jeunes. Nous allons également parler des infrastructures. Nous sommes ici dans une d'elles, le Centre technique national. Nous allons également, pour finir, parler des perspectives, notamment la qualification du MENA à la CAN 2023. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, ce sera donc le fil conducteur de notre débat. Il y a le public qui est là. On va donner certainement la parole à quelques participants pour poser également leurs préoccupations. Alors, je vais commencer par toi, Abdelaziz, pour ta première question. Vous avez la parole. Merci Assimi, Monsieur le Président. Depuis 2009, le championnat nigérien a le mérite d'être régulier avec comme récompense 3 CHAN en 6 éditions. Malgré tout cela, on s'interroge sur la qualité réelle de notre championnat, que ce soit la Super League, la Ligue nationale et les ligues régionales. Effectivement, j'entends toujours ces propos-là, que le championnat nigérien n'a pas un bon niveau, le championnat nigérien est faible, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, la preuve concrète et directe, c'est ce que donne l'US Gendarmerie en Coupe de la CAF. Tout le monde voit, tout le monde vit ça. Le championnat ivoirien est 10 fois, 1000 fois plus riche que le nôtre, financièrement, mais on arrive aujourd'hui à mettre la SEC d'Abidjan en échec. On a éliminé la Côte d'Ivoire pour aller au CHAN. Ça veut dire qu'il y a un niveau du championnat. Mais il faut reconnaître qu'il y a des difficultés, effectivement. Toutes ces difficultés sont liées au problème de financement. On vit un championnat aujourd'hui qui est organisé par la fédération à 100% avec les fonds FIFA. Sans sponsor. Depuis 4 ans, nous sommes sans sponsor, sans subvention, comme on dit. Je tiens d'ailleurs à profiter pour saluer tous les mécènes qui sont dans le football, notamment les dirigeants des clubs, les présidents des clubs, les membres des bureaux des clubs, parce que c'est ces gens-là qui se saignent aujourd'hui pour faire vivre leur club, qui nous fournissent les clubs pour, en tout cas, organiser le championnat. Et comme je dis encore, je le répète, sans sponsor. Mais aujourd'hui, on ne peut pas me convaincre que notre championnat n'a pas de niveau. On n'a pas les mêmes financements, les ressources financières que les autres certains pays. Mais aujourd'hui, ça fait 12 ans que moi je suis à la tête de la fédération nigérienne et aucune année on a arrêté le championnat. Faites le tour autour de nous. Regardez au Mali, regardez un peu au Togo ou ailleurs, vous verrez un peu partout le championnat s'arrête en général, malgré tous les moyens qu'ils ont, en tout cas financiers. Donc moi je reste convaincu que notre championnat a un bon niveau. Si par bonheur, on a la chance d'aller dans la politique que veut initier le chef de l'État avec le sponsoring des clubs, je suis sûr que dans quelques années, on ira encore plus loin et on parlera beaucoup plus du Niger sur le plan footballistique. Oui, Monsieur le Président, vous avez raison, l'USGN, il faut souligner également qu'il a tenu tête au champion d'Afrique, Al-Ali, ici, en le contraignant au match nul, un but partout, ce qui est un résultat en tout cas assez révélateur. Et il faut également souligner que cette équipe de l'USGN est également, en tout cas, en course pour la qualification à la phase des poules. Absolument. Permettez-moi juste d'ajouter un truc parce que c'est important à dire aux Nigériens. On parle trop du championnat, effectivement, du niveau, mais on ne regarde pas tous les efforts fournis. Quand nous sommes arrivés à la tête de la fédération nigérienne, nous avions trouvé une formule de championnat. Il y avait 20 clubs en première division qui jouaient en championnat avec 5 poules, une phase de 5 poules où les clubs, donc les 5 là qui sont dans des poules, ne se rencontrent jamais. Moi, j'étais président de l'AS Fan à l'époque, je sais de quoi je parle. Mon club jouait par saison 8 matchs. C'était ça le championnat que nous avons trouvé. Donc nous avions regardé ça. Je ne jette pas la preuve à mes prédécesseurs. C'était dû aux moyens financiers
qui leur faisait défaut aussi à l'époque. Quand nous sommes arrivés, nous avons pris notre courage à deux mains, nous avons dit aux gens, lançons-nous. Il faut compétir. Si on ne compétit pas, notre football n'ira nulle part. Et la compétition s'est jouée beaucoup. Nous avons scindé les deux, donc la ligue professionnelle qui était à 20 clubs. Les 20 clubs ont été scindés à deux poules. La première saison donc, que nous avons organisée, où les deux poules ont joué en tout cas des phases de championnat à poule unique, en jouant en aller-retour. Ouais. Ce qui a multiplié les matchs par deux déjà. Chaque équipe a joué 16 matchs par saison. La première saison. Ça, c'est la première réforme. Deuxième réforme, la deuxième saison qui suit, nous avons réformé en tenant compte des directives de la FIFA qui demandaient à ce que les gens passent au professionnalisme. Il fallait ramener la ligue professionnelle donc à 14 clubs. Ce que nous avons fait. Et la deuxième année, nous sommes passés à une phase de poule unique où les 14 clubs de la première division, qui est aujourd'hui la Super League, jouent chaque saison 26 matchs par saison. Ensuite, nous avons fait une troisième réforme sur laquelle nous sommes allés, qu'on vit aujourd'hui, qui consistait à créer la Ligue nationale. Pourquoi cette Ligue nationale? Parce que nous tenons compte justement des critiques et des aspirations des Nigériens. On en a beaucoup entendu parler du fait que la Ligue professionnelle, qui est la Super League, ne contenait que beaucoup de clubs de Niamey et les clubs de l'intérieur n'étaient pas représentés dedans. Et nous-mêmes, nous savons que nous avons investi sur les stades régionaux, notamment retapant les pelouses synthétiques, les dotant de pelouses synthétiques. Il fallait donc faire vivre ces infrastructures-là. Nous avons donc réfléchi et créé cette Ligue nationale dans laquelle toutes les régions du Niger sont représentées en permanence. Et aujourd'hui, cette Ligue se joue sur toutes les régions en phase de poule aussi unique pratiquement. Chaque club de la Ligue nationale joue 18 matchs par saison, ce qui n'est pas petit. Et quand on prend le fait que nous assurons tout, le transport, les financements et tout de ces championnats-là. Voilà ce qui se passe. Et en troisième niveau, donc, il y a la Ligue régionale. Ce qui vous fait aujourd'hui, sur la Ligue nationale, sur la Super League, autant pour moi, nous jouons 180 matchs par saison. La Ligue nationale joue 182 matchs par saison. Et la Ligue régionale, 244 matchs par saison. Environ donc 650 matchs se jouent en ne mettant même pas le football féminin et les compétitions des jeunes dedans. 650 matchs au moins par saison sont organisés par la Fédération nigérienne de football. Et on me dit que le championnat... Ça, c'est une sacrée prouesse. Hein? Alors, Damana Abdoulaye, vous avez la parole. Alors, Monsieur le Président, quel qu'en soit ce dont on dispose pour amener les gens à l'accepter et à l'épouser, il va falloir vendre son image de marque. Notre championnat, me semble-t-il, est très peu suivi, je suis même tenté de dire très peu médiatisé. Est-ce que cela ne joue en faveur des joueurs et même de ce championnat qu'on veut tant vendre? Oui, cela est vrai. Damana, vous soulevez en tout cas un point, vous mettez le doigt sur un des problèmes justement qui rejoint après tous les autres, parce que ça a des conséquences sur les autres, notamment le financement du football et autres. Notre football est très peu médiatisé. Bon, ça c'est un peu, je dirais, un phénomène social au Niger, parce que beaucoup de gens ne sont pas trop fanats du football ou ne voient pas l'importance que ça a de médiatiser, alors que c'est en médiatisant, notamment par la télévision nationale, par les télévisions, que nous pouvons attirer justement des sponsors. Je vous donne quelques exemples. Nous avons été en Coupe du Monde, des moins de 17 ans, mais aucun Nigérien n'a eu la chance de suivre un seul match du Niger de cette compétition-là. Alors c'est la première fois que nous participons à une compétition de niveau mondial du moins. Alors que nous avons eu la chance en plus de jouer l'Espagne et le Brésil. Quand est-ce que ça va se reproduire? On aurait pu faire alors que le signal était donné gratuitement au Niger. Donc ça, il faut qu'on trouve les solutions et les mécanismes pour ça. Il faut effectivement qu'on puisse médiatiser le football. Et je salue quand même l'effort fait par l'ORTN aujourd'hui par rapport à ça. Et je salue vraiment l'engagement du directeur général de l'ORTN qui fait des efforts pour nous accompagner. Aujourd'hui, nous sommes sur une phase de négociation à son initiative
à l'initiative du DG de l'ORTN, qui veut, pour pouvoir solutionner des problèmes que nous connaissons aussi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, tous les matchs internationaux que le MENA joue, ou les clubs, comme la gendarmerie aujourd'hui, la CAF et la FIFA envoient des équipes de production au Niger qui sont facturées à hauteur de 60 000 $ par match que nous payons, qui sont retirés des fonds de la fédération. Donc, en ayant discuté avec l'ORTN et les autorités nigériennes, les gens ont pris la responsabilité, en tout cas, d'équiper l'ORTN aujourd'hui de matériel adéquat, en tout cas, qui sont au top mondial aujourd'hui. Ce qui est à exploiter aussi. Donc, le DG de l'ORTN, voyant ça, a pris l'initiative, comme je dis, de vouloir entraîner aussi son personnel à couvrir les matchs. Pour cela, il nous a proposé chaque week-end, en tout cas, d'essayer de mettre en direct un match ou deux matchs du championnat national nigérien. Ce qui sera une excellente révolution pour le football nigérien si ça se fait, parce que je sais que ça changera la donne. Oui, Damana, vous voulez ajouter quelque chose? Parce que là, l'ORTN, en collaboration avec la fédération nigérienne, va faire la médiatisation du championnat nigérien et ça va permettre à ces joueurs qui se saignent à blanc chaque semaine dans les pelouses de se voir ailleurs et d'être encore plus célèbres. Et on va donner la parole à notre ami Martin à radio de Canal 3. Merci, Monsieur le Président, pour cette disponibilité dans le cadre de la vie de notre football. On a abordé autant de questions de football depuis le début de cet entretien, mais tout tourne autour des moyens. Et récemment, on a quand même eu vent de certaines informations qui feraient cas d'une intervention de l'État à travers des subventions destinées au club. Et la revalorisation du prix de la Coupe nationale. Aujourd'hui, est-ce que vous nous confirmez que effectivement, l'État veut aujourd'hui donner le coup de pouce qu'il faut pour amener notre football très loin? Merci Martin de soulever ce sujet-là. Effectivement, le chef de l'État a pris, en tout cas, a décidé de nous accompagner de manière forte, moi je dirais, et très efficace si ça se fait. Nous l'avons connu dans le passé, et ça on reviendra là-dessus. Si nous avons connu des succès passés, c'est parce qu'il y avait cet accompagnement-là. Et le nouveau président de la République nous a reçus et nous a investi effectivement de mener une étude sur le financement des clubs du football nigérien, notamment la Ligue professionnelle, qui est la Super League. Et de faire une prospection aussi des entreprises capables de financer justement ce projet-là si on arrive à le mettre en route. Nous ne sommes pas prononcés là-dessus parce que, comme j'ai dit, c'est une mission qui nous a été confiée. Nous avons travaillé dessus. Nous attendons de rendre compte à qui de droit d'abord, avant justement d'exposer ce que nous avons fait comme travail. Une chose est certaine, il y a une volonté ferme du président de la République, effectivement, d'accompagner le football. Vous avez eu vent du fait qu'il a déjà annoncé que les prize-money de la Coupe nationale sont multipliés par 10, je dirais, passent de 5 millions à 50 millions pour le vainqueur de la Coupe nationale, ce qui fera une chose extraordinaire parce que je vous dis, je suis à 1000% convaincu que le vainqueur de la future Coupe nationale du Niger, s'il a une prize-money de 50 millions, ça lui permettra non seulement de se renforcer efficacement, mais de faire une campagne extraordinaire. Et c'est sûr qu'on sera parmi les meilleurs de l'Afrique. On parle de 100 millions. 100 millions pour les clubs. Pardon? On a entendu le chiffre 100 millions pour les clubs. Ça, c'est pour le financement des clubs. Bon, ça, c'est ce que les gens ont entendu. Ce n'est pas exactement ça. Je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Mais nous sommes à l'étude. Ce n'est pas une somme de 100 millions. On doit faire une étude pour montrer, voilà la somme qu'il faut par club, effectivement, de Super League pour pouvoir vivre décemment et mener, en tout cas, faire parler du Niger de manière correcte, en tout cas, si je peux. Alors, Monsieur le Président, vous venez de dire que c'est un travail qui vous a été confié. Alors, pouvons-nous déjà savoir, vous êtes à quel niveau par rapport à ce dossier? Nous avons fini déjà le travail. Nous attendons, comme je vous l'ai dit, juste
l'occasion de pouvoir aller rendre compte de ce que nous avons fait comme travail et d'exposer au chef d'État pour que des décisions puissent être prises, en tout cas, dans ce sens-là. J'exhorte tous les Nigériens vraiment à encourager ce projet-là et à saluer vraiment cette initiative du président de la République qui, à n'en point douter, en tout cas, boostera le football nigérien et fera démarrer encore plus, décoller le football nigérien à jamais. Monsieur le Président, c'est un engagement politique, le fait de vouloir financer le football, mais on sait la réalité ici au Niger. Certains clubs sont mal structurés. Quand on parle de financement et promettre une telle somme, il va falloir rendre compte pour pouvoir bénéficier de façon continuelle de ces fonds. Par rapport à cela, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour permettre aux clubs de la Super League qui sont pour l'instant dans le viseur de répondre favorablement à cette exigence? Mais écoutez, effectivement, dans l'étude que j'ai dite, il ne s'agit pas simplement de faire l'étude de financement et trouver les entreprises. Dans l'étude, il y a justement le mode de gestion aussi de ces fonds qui seront alloués et mis à disposition des clubs en question. C'est un accompagnement pour que justement ces fonds puissent aller à bonne destination, puissent être gérés de manière, en tout cas, correcte. Et je dirais donc que c'est un problème de gouvernance que vous soulignez. Ça sera suivi. Il y aura effectivement un suivi et un bilan chaque année. En tout cas, il y a un mécanisme qui sera mis en place pour le contrôle de ces fonds-là. Ce que je peux dire, c'est que la structuration des clubs se fera naturellement parce que dans l'étude, nous avons tenu compte de tout ça. Justement, des organisations des clubs, des bureaux des clubs et des, comment dirais-je, des postes, des personnes qui puissent en tout cas apporter quelque chose dans la gouvernance des clubs en question pour que justement tout puisse se faire de manière efficace et efficiente surtout. Donc ça, rassurez-vous, on ne va pas prendre de l'argent effectivement jeter aux gens et puis les laisser faire ce qu'ils veulent. Ça sera suivi de manière correcte et il y aura chaque fin de saison, chaque année, des comptes rendus et des bilans parce qu'il y aura des conseils d'administration en fait de ces clubs-là à l'avenir qui suivront effectivement la gestion des clubs. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, en tout cas, en décidant d'accompagner le football nigérien, le président de la République, Bazoum Mohamed, comme l'a dit notre confrère Abdelaziz Issaka, donne une passe décisive au président de la FENI Foot au point de penalty. Est-ce que, monsieur le président, vous saurez marquer le but? Inch'Allah, on marquera le but. Ça, c'est sûr. Nous trépignons déjà, nous sommes en tout cas très enthousiastes par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas que ça seulement que le chef d'État décide de faire. Il y a beaucoup de perspectives à venir, en tout cas, je pense, pour le football nigérien. Aussi faudra-t-il que nous, les acteurs, justement, nous sachions du moins saisir la balle au bon, comme on dit. Voilà. Et avant de passer à au deuxième volet de notre débat, j'aimerais m'appesantir sur une chose en tout cas très importante, c'est la formation à la base d'Amana. Quelle est votre question par rapport à ce volet qui manque tant au Niger parce qu'on parle toujours de la formation à la base, mais on dit qu'au Niger on ne fait pas, pourtant on en fait, peut-être c'est pas le haut niveau, mais on en fait. Alors nous avons certainement une question avant de passer sur le football des jeunes, mais aussi sur le football des femmes, avant de passer au deuxième volet de notre débat. Alors merci Assumi, je pense bien que le football à la base c'est le socle de tout développement pour le football, mais malheureusement, Monsieur le Président, on constate que ici chez nous, nous n'avons pas encore de centre qualifié comme dans la sous-région. Aujourd'hui, les gens sont étonnés de ne pas voir nos joueurs à l'extérieur parce qu'ils pensent que c'est la qualité du championnat. Est-ce que, à votre niveau, il y a une exigence au niveau des clubs de l'élite par rapport à la formation à la base? Parce que si tel est que nous voulons qu'il y ait une continuité, il va falloir s'engager résolument à la base et avoir au moins toutes les catégories. Est-ce que dans votre gestion, parce que c'est ça le leitmotiv de votre mandat présent, c'est vraiment la gestion. Est-ce que quelque part c'est énuméré en noir sur blanc pour les clubs de l'élite d'avoir au moins certaines catégories? Absolument, Damana. Vous n'êtes pas sans savoir que la Fédération nigérienne de football subventionne les clubs.
en début de saison. Chaque club est subventionné pour pouvoir en tout cas essayer de satisfaire ses besoins pour le championnat national. Donc ce que nous avons pris comme mécanisme, effectivement déjà sur un premier plan pour aller sur le football de base, comme on dit, le football des jeunes, ce que nous avons pris comme initiative, c'est d'assujettir ces subventions-là depuis l'Assemblée générale, bien sûr, de Zender, à certains critères à remplir pour chaque club. Nous avons commencé par l'élite qui est la Super League, nous l'avons étalé à la Ligue nationale et nous allons y arriver à la Ligue régionale. Aujourd'hui, chaque club de la Super League ou de la Ligue nationale a comme obligation d'avoir 2 catégories de jeunes, masculines, une catégorie féminine. C'est obligatoire. Chaque catégorie qui manque à ce club, nous retirons une partie de sa subvention. C'est ce que nous avons fait comme politique. Et aujourd'hui, la plupart des clubs, en tout cas, se sont alignés. Tous se sont alignés dessus. Nous sommes en train de suivre. J'ai vu même beaucoup de clubs prendre l'initiative aujourd'hui de créer comme des petits centres de formation, des petites académies au niveau de la Super League. C'est à saluer, c'est à encourager. Mais il faut reconnaître qu'ils souffrent toujours de manque de moyens financiers. Et aujourd'hui, si vous remarquez, les gens devraient tirer ces enseignements-là. Le club qui tire le championnat, qui est en tête du championnat national aujourd'hui, la Super League, c'est l'AS Nigelec. Et c'est le club qui a fait la première fois la promotion des jeunes. Ils ont pris des enfants qui ont été formés depuis 5 ans, ceux qui sont arrivés aujourd'hui à l'élite, donc au niveau senior. C'est eux qui dominent le championnat national aujourd'hui. Il n'y a pas de secret là-dedans. Donc ça déjà, on a pris ces initiatives-là pour pouvoir revenir au football de la base, dont les gens parlent tant. Mais les gens se demandent aussi pourquoi on n'a pas, comme les autres pays, des footballeurs nigériens qui apparaissent sur les championnats de ligue professionnelle en Europe. Il y a le championnat qui peut le faire, il y a ce qu'on essaie comme travail. Mais comme je dis, les clubs n'ont pas les capacités financières pour faire beaucoup plus que ceux qui font aujourd'hui. Mais j'espère que ça va arriver dans l'avenir. Mais il faut reconnaître qu'il y a un phénomène qui existe aujourd'hui sur tout le monde entier et en Afrique, particulièrement dans les pays où on voit ça. Le Sénégal dont on parle, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso aujourd'hui, ces pays ont des centres de formation privés, ce qu'on appelle écoles de football, des académies de football qui sont privées. Malheureusement au Niger, dites-moi, quelle académie de football existe? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. C'est de ça que nous souffrons. Et la plupart des bons joueurs que vous voyez apparaître sur justement ces championnats européens sortent de ces académies-là. On a parlé du Sénégal, prenez le cas de Sadio Mané, Naby Keïta, ils sont sortis du même centre de formation d'ailleurs, Génération Foot du Sénégal. Prenez le cas en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Prenez le cas du Burkina, Salitas, vous connaissez, qui est un centre qui s'est créé il y a moins de 6 ans, a sorti un gars comme leur libéraux aujourd'hui, pardon, Raymond Tapsoba, qui a joué aujourd'hui, qui a rapporté une somme colossale à ce centre de formation. Donc il faut que nos compatriotes le comprennent. Je parle à tous nos opérateurs économiques. Les gens cherchent de l'argent, comme on dit. Aujourd'hui, il faut que les gens sachent. Football, ballon, kaswache. Kaswache, c'est vrai, du business. Il faut que les gens le comprennent. C'est du business aujourd'hui. C'est ce que les autres ont compris, ils se sont lancés dedans et ça marche pour eux. On veut voir nos enfants, il faut que nos opérateurs économiques investissent dans le football, construisez des centres de football, des académies, parce que ça rapporte de l'argent. Je reviens sur l'exemple de Tapsoba du Burkina. Salitas l'a vendu à 22 millions d'euros. Ça fait combien en CFA? Au moins 16 milliards de francs CFA. Un seul joueur, c'est ce que ça leur a rapporté. Ils peuvent même fermer leur centre et puis aller s'asseoir. Donc si nos opérateurs économiques se lancent dedans, il faut qu'ils comprennent. Ils peuvent gagner énormément d'argent dedans. Il y a énormément d'argent dans le football. C'est au Niger qu'on ne l'a pas compris. Vous construisez une académie, même à 200 millions, vous pouvez vendre un joueur à 16 milliards et puis compenser. Aidez-nous à arriver à ça. Donc, nonobstant tout cela, j'ai profité pour glisser ça à mes compatriotes. C'est vrai, c'est ça qu'il faut. Il faut aller sur ça. Il faut savoir que, voyant que ça traîne au Niger, en tout cas au niveau de la structure fédérale, nous avons pris l'initiative de lancer une académie d'élite au niveau du Centre technique national. Et fort heureusement, le chef de l'État, en tout cas, a décidé de nous accompagner sur cette académie d'élite. Mieux, j'ai rencontré le ministre des Finances il n'y a pas longtemps, qui m'a garanti que lui-même, il est intéressé, il nous accompagne. C'est quoi l'académie d'élite? Mais nous voulons aller sur une équipe
un centre de formation sport-études, en fait, en prenant les meilleurs enfants du Niger. On ne sait pas, en tout cas, on a un quota d'entraîneur qui est là, qui a toujours fait, qui est chapeauté par Frédéric Acosta, que tout le monde connaît, qui est très passionné de la chose, qui est très outillé dans le domaine du football des jeunes. Donc, le projet pour nous, nous avons déjà des catégories. C'est créer des catégories de moins de 13 ans, moins de 15 ans, et les prendre à l'internat au centre technique national. Les meilleurs du Niger. Ils feront le tout, s'ils auront tout le Niger chaque année pour prendre les meilleurs qu'on mettra dans le centre et qu'on fera vivre en tout cas sur un plan, un programme de sport-études pour voir ce que ça peut produire pour le football futur du Niger. Ouais. Je pense que si ça se fait, moi je suis convaincu que sur les 5 ans, il y aura forcément des résultats probants. Je sais que dans le public, il y a ceux qui meurent envie de poser des questions. Alors on va donner la parole à un confrère pour poser la question par rapport aux compétitions nationales, le football des jeunes. En tout cas, on va prendre un seul parce qu'on a 90 minutes, c'est vrai, c'est long, mais c'est peu puisque c'est sans mi-temps. Alors, Serge Mathurin de BBC Info. Voilà, moi bonsoir Monsieur le Président, je suis Serge Mathurin, je suis là au nom de la BBC Afrique. Monsieur le Président, vous parlez, puisque j'ai entendu les confrères vous poser la question, vous vous attablez sur le football masculin, mais aujourd'hui on assiste à un développement, quand on prend toute l'Afrique, le développement du football féminin. Qu'en est-il pour le Niger? C'est vrai que on a fait quelques sorties avec des résultats qui n'étaient pas vraiment positifs. Quelle politique pour le football féminin? Merci de soulever ce problème. C'est un sujet très sensible, je pense, dans notre pays. J'ai entendu justement certains commenter le fait que la FIFA a octroyé dans le cadre du Covid une somme de 500 000 $ à chaque fédération mondiale pour accompagner le football féminin. Il faut savoir que, comme vous l'avez dit déjà, les matchs que nous avons faits, il faut que les gens le comprennent aussi. Les matchs que nous avons faits, internationaux que nous avons faits, où nous avons pris des gros sports, nous n'avions pas le choix. Parce qu'il fallait lancer d'abord le football féminin, ce que nous avons fait. Nous avons lancé, vaille que vaille, le football nigérien au Niger, en commençant un championnat national. Mais que nous sommes souvent obligés d'arrêter à cause du poids social. On se connaît tous au Niger. Vous connaissez notre société, comment elle est. Nous sommes confrontés donc à une réalité sociale qui fait que pour faire sortir les jeunes filles et les faire jouer, surtout les déplacer d'une ville à l'autre, ça crée énormément de problèmes parce que les familles, les parents refusent de lâcher leurs filles. Nous avons initié un championnat de football, comme je vous dis, national, où en mi-saison, les filles ont commencé à ne plus venir jouer dans les clubs parce que des parents ont commencé à se plaindre. Nous étions obligés de stopper le championnat et de faire un regroupement après. Même pour le regroupement, pour déplacer les filles, ça a été un casse-tête. Donc il faudra que vous nous accompagniez justement de la presse, que les organisations internationales, je veux dire les organisations gouvernementales, les ONG et autres, nous accompagnent, que la société nigérienne, tous les fans de football justement, et les femmes en particulier, nous accompagnent dans ce domaine-là pour permettre de développer ce football féminin. Et pourquoi nous jouons les matchs internationaux en prenant de gros sports? Parce que pour bénéficier des financements de la FIFA, vous devez jouer ces matchs internationaux. Vous ne jouez pas de ces matchs internationaux, on vous coupe les vivres comme on dit, on vous coupe les financements. Donc c'est une obligation de la FIFA de faire un certain nombre de matchs par catégorie de football féminin. Nous sommes en train de nous aligner, mais la plupart des pays qui sont en train de nous cartonner, comme on dit, ont commencé comme ça aussi, à prendre des gros cartons. Ils nous ont tous montré. Regardez dans les historiques, ça a été comme ça, avant qu'ils n'arrivent au niveau où ils sont. Mais force est de reconnaître que la différence culturelle fait aussi la différence sur le plan football. Certains pays, en fonction de leur culture, n'ont pas de gêne pour le football féminin, contrairement aux nôtres. Donc c'est une réalité, je vous parle du fond du cœur, c'est la réalité qu'on vit, mais on pense que les mentalités sont en train d'évoluer. On a commencé, on a des filles qu'on arrive à, en tout cas,
aujourd'hui à attirer dans ce domaine-là, qui commence à s'intéresser de plus en plus. Nous sommes en train de passer notamment par le sport scolaire pour essayer de vulgariser ce football féminin-là. Là, même cette saison, nous sommes en train de lancer le championnat national qui va se jouer. Gageons que ça puisse se faire de bout en bout en tout cas. Alors, Monsieur le Président, juste pour rebondir un peu, je sais que dans le temps, même par rapport aux jeunes garçons, par rapport à l'équipe qui nous a fait qualifier à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde, il y a des jeunes qui, les parents, au tout début, n'étaient pas du tout d'accord pour les laisser jouer. Vous avez initié un programme et une politique pour aller à l'encontre de ces familles en compagnie de la presse et autres. Est-ce que cette politique serait aussi valable au niveau de la jeune fille pour casser un peu les présenteurs socio-culturels? Je pense, vous touchez du bois quelque chose de très important. Je pense que c'est pour ça que je vous ai demandé de nous accompagner. La presse, les médias, vous pouvez nous aider à nous accompagner dans ce domaine-là. Effectivement, il faut qu'on aille vers les parents pour les convaincre. Même maintenant, c'est ce que nous appliquons. Pas avec la presse cette fois-ci, mais je pense que l'idée sera la bienvenue. Parce que pour qu'on puisse amener aujourd'hui un Nialbade qui pourra avoir la chance d'aller d'ailleurs à l'étranger, parce qu'il est recherché en Turquie et je pense en Europe, il a failli quand même qu'on aille de sortir des carcans des parents. Ça a été très, très émouvant, très symbolique. Donc accompagnez-nous effectivement dans ce domaine, on en a besoin. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons cette fois-ci parler des infrastructures et des fonds FIFA. Mais là, on va aller rapidement parce que le troisième volet intéresse beaucoup plus ceux qui posent les questions. Il s'agit du MENA. Quand le MENA gagne, tout va bien. Alors nous allons rapidement aller au niveau des infrastructures en donnant la parole à Abdelaziz Mohamedou de Bonferré. Monsieur le Président, pour faire du sport et du football en particulier, il faut des infrastructures. Au football, ici au Niger, on a un seul grand stade qui est le stade général Séni Kountié de Niamey, malheureusement qui est aujourd'hui sous menace de la CAF et même de la FIFA. Qu'est-ce que cela fait en vous de voir l'unique stade du Niger sous une menace de suspension? Oui, effectivement, après, j'ai encore une fois de plus attiré l'attention de notre tutelle du ministère, notamment en écrivant, même en saisissant le ministre qui a d'ailleurs favorablement réagi en stoppant tout de suite tous les concerts et autres qui se passaient au stade. Si vous vous rappelez, notre stade était suspendu et nous avons fait l'effort de commun accord avec le ministère pour le remettre à un minimum de niveau, notamment la pelouse, les vestiaires et autres, l'essentiel pour pouvoir jouer nos matchs du MENA et nos matchs en tout cas de nos clubs sur notre stade, sur nos installations. Ce qui fut fait. Mais malheureusement, quelque temps après, pour un souci d'entretien et de suivi, je dirais de négligence, le stade a encore pris un coup. Et aujourd'hui, nous sommes en tout cas sous menace de suspension encore, après les images et les constats qui ont été faits, après les matchs internationaux de la gendarmerie notamment, la CAF est en tout cas dans l'optique de nous suspendre encore une fois de plus. Ce qui sera très dommage. Ce que je peux dire, c'est que nous avions soulevé le cas de ce stade-là il y a un peu longtemps. Et encore une fois de plus, et je salue vraiment la réaction pompe du chef de l'État qui, à l'époque, quand le problème lui a été saisi, a demandé à ce que des mesures urgentes et énergiques soient prises. Ce qui avait été le cas parce que le gouvernement a réagi en saisissant l'ambassade de Chine, donc pour la réfection, en tout cas rénovation complète de notre stade. Ce qui a été négocié et accordé. La Chine a donné l'accord pour la rénovation du stade. Mais malheureusement, il y a une certaine léthargie qui s'est faite, qui existe en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Depuis 8 mois, on a eu l'accord de la Chine, mais jusque-là, les choses ne bougent pas. Alors que partout ailleurs, vous regardez au Mali à côté, ou au Bénin, je ne sais pas, dernièrement, la Sierra Leone, tout le monde est en train de refaire son stade, de rénover leur stade. Tout le monde a rénové. On va encore prendre un coup si on ne fait pas attention parce que je crains que les éliminatoires prochains de la CAN 2023, nous ne jouons pas chez nous. N'oublions pas que la Côte d'Ivoire, avec tous les moyens qui sont, ne joue pas chez eux aujourd'hui. Ils reçoivent leur match au Bénin, tout comme la SEC est obligée d'aller recevoir la gendarmerie au Bénin. On a une grosse chance. Dû à certaines tractations aujourd'hui, on arrive à jouer chez nous. Il ne faut pas perdre cette chance-là. Mais il faut vraiment qu'on aille sur cette rénovation de nos installations.
sportive. Vous avez dit qu'on ne peut pas faire de football sans installation sportive, c'est vrai. Quand nous sommes arrivés à la tête de la fédération nigérienne, c'est ce que nous avons dit. Quand nous étions arrivés, il n'y avait que deux... En fait, on jouait sur 2 stades gazonnés, comme si je peux l'appeler ainsi. Une pelouse naturelle, le stade Général Kounché, et une pelouse synthétique, le stade municipal. C'était tout au Niger. Tout l'intérieur du pays, voilà, nada, rien. On jouait sur la latérite. Moi, je suis parti de mon expérience de l'ASFAN. Quand j'étais arrivé à l'ASFAN, le terrain du camp Bagaji était en terre latéritique aussi tournée. Je me suis rendu compte que chaque 6 mois, il fallait changer tous les équipements. Les crampons des joueurs étaient usés, les ballons se foutaient en l'air. Et même l'être humain, s'il était changeable, les joueurs se blessaient facilement. Donc moi, j'ai pris l'initiative de faire un terrain en gazon naturel au stade Bagaji qui existe aujourd'hui. Je suis parti de cette expérience quand je suis arrivé à la Fédération nigérienne de football. J'ai dit non, nous avons 8 stades régionaux. Il faut que nous nous battons pour créer les conditions décentes de jeu. Pour qu'il y ait du jeu de football de qualité, il faut des pelouses synthétiques. C'est chose faite aujourd'hui. Malheureusement, il faut reconnaître que certaines pelouses ont pris des coups, comme Tawa, Agadez aujourd'hui, qu'il faut rénover. Mais fort est de reconnaître qu'aujourd'hui, ça a fait remonter le niveau du football d'un niveau. Non seulement les clubs donc, qui économisent leurs équipements, mais on économise l'être humain, parce que les joueurs se blessent moins aujourd'hui en jouant dans des conditions décentes. Voilà ce que je peux dire en tout cas sur les infrastructures. Si vous me permettez, Monsieur le Président, vous avez parlé de léthargie par rapport à cet accord qui aurait été accordé par la Chine. Selon vous, cette léthargie se situe où? Et secondo, est-ce que le Niger dispose de ce temps matériel pour amener ce stade à niveau pour qu'on puisse au moins recevoir les matchs des éliminatoires de la CAN prochaine? Mais écoutez, si, tout est une question de volonté humaine. Hein. Celui qui, si on veut travailler, on peut le faire et c'est faisable. C'est la Chine. Le Sénégal a construit un stade en 1 an. Un stade complet, ce n'est pas une rénovation. Vous savez qu'ils ont inauguré récemment. 1 an. Ça veut dire que si on met vraiment les efforts qu'il faille, on peut en quelques mois refaire notre stade. Il suffit de dire ce qu'on veut, à qui de droit, à qui doit faire le travail, qui de droit d'abord. Et ça, on l'a eu. Le gouvernement nigérien en a. Avec à sa tête, le président de la République a eu en tout cas une réaction très positive, très prompte. Parce qu'il s'agit de l'image de notre pays. Il faut qu'on le comprenne tous. Et ça a été fait. La Chine a donné un accord. Maintenant, la balle était dans notre camp, c'est à nous de réagir. Il faut que vraiment quelque chose se fait, comme ça a été sur d'autres projets au Niger où les infrastructures se sont faites en très peu de temps. Ça veut dire que c'est faisable. Alors, on a eu des sommets de l'UA où on a construit des infrastructures en un temps record. Ça veut dire que c'est faisable. Alors, Président, techniquement, c'est au niveau des affaires étrangères ou c'est au niveau de votre tutelle que... Non, ça c'est... Je pense que le projet est géré par le ministère de tutelle, le ministère des Sports. Nous sommes en discussion avec eux, on attend voir. Mais c'est le ministère des Sports qui est en charge normalement de la réflexion. Monsieur le Président, revenons sur le terrain, où à l'intérieur du pays, ici à Niamey, ça peut se jouer sur des terrains acceptables en attendant. À l'intérieur du pays, c'est difficile les déplacements à Agadez, voire à Arlit, ou à Arlit, les clubs miniers, il y a des difficultés de jouer du bon football sur les terrains homologués par la FENIFOOT. Par rapport à cette situation, qu'est-ce qui est envisagé au niveau de la FENIFOOT? Ben écoutez, ça fait des années qu'on en parle. Hein. C'est vrai que c'est difficile les déplacements à l'intérieur, mais il faut quand même qu'on fasse vivre le football à l'intérieur aussi. On ne peut pas leur en priver, les en priver du moins. Mais forte est de reconnaître aussi, il faut que les gens créent les conditions de jeu et les conditions idoines en tout cas pour qu'on puisse continuer le championnat là-bas. Ce qu'on dit, c'est que les clubs au niveau d'Arlit, il faut que les sociétés minières fassent l'effort de faire ne serait-ce qu'un seul stade décent. Et c'est faisable, c'est à leur portée. Je le répète aujourd'hui. Faute de quoi, le jour où on va refaire, parce que pour l'instant, comme je l'ai dit tout de suite, le stade d'Agadez, la pelouse synthétique qui a été mise, a été malheureusement aujourd'hui dans un état de délabrement assez avancé. Il faut qu'on reprenne ça. Quand on va reprendre le stade d'Agadez, mais si on n'a pas le choix, on va délocaliser les matchs d'Arlit à Agadez. C'est tout. Et qu'il y ait un football de qualité. Martin, avant de vous donner la parole, on doit souligner quand même que le Niger dispose d'un expert FIFA en matière d'infrastructure qui est Isaka, par lequel en tout cas tous les pays francophones qui veulent des projets de construction doivent passer pour qu'ils aient leur financement de la FIFA. Donc le Niger a la chance d'avoir ce monsieur et je pense que nous devons l'exploiter au maximum. Alors Martin... Il est non seulement expert,
dans le domaine, oui, mais il est aussi celui qui homologue les stades. Voilà. Ce qui nous pèse, qui pèse sur notre conscience. Il se déplace pour aller suspendre des stades des autres, alors que nous-mêmes, notre stade n'est pas très au nord. Alors, Martin Aradjo, vous avez la parole. Alors, on a parlé de pelouse, on a parlé des stades. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qu'on peut saluer, c'est l'existence de sièges de ligue. Beaucoup ne comprennent pas exactement à quoi ça sert un siège de ligue. J'ai eu ce privilège de faire un tour dans 6 des 8 régions du Niger pour voir ces ligues. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est nécessaire pour les associations régionales d'avoir des sièges? Mais pourquoi nous avons fait ce projet des sièges de ligue? Ça rejoint un peu la question de Aziz qui parlait tout de suite de conditions de jeu à l'intérieur. Nous sommes partis de nos expériences en fait, de notre vécu, des difficultés auxquelles nous faisons face à l'intérieur, notamment sur les déplacements des clubs à l'intérieur pour le championnat. Déjà, les ligues régionales sont les démembrements de la fédération. Il faut leur permettre de grandir. Nous avons constaté que les ligues logent dans des stades ou dans des trucs pas décents. Et c'est nos représentants à l'intérieur. C'est le démembrement de la fédération à l'intérieur. Il était question de leur donner des conditions décentes de travail. C'est pour ça que nous avons mûri ce projet. Et ensuite, comme je l'ai dit, nos clubs se déplacent à l'intérieur pour jouer au football, des clubs de l'élite notamment. Allez voir dans quelles conditions les gens les reçoivent et dans quelles conditions ces clubs-là logent. Donc quand nous avons fait notre projet, nous avons fait un projet non seulement d'administration, mais d'hébergement aussi. Un petit truc, un truc en tout cas à la portée de notre bourse, à la portée de nos financements. Donc aujourd'hui, ce projet est fait, il est viable. Donc tous les clubs qui se déplacent aujourd'hui de l'élite à l'intérieur peuvent loger dans des conditions décentes, être logés par la Ligue dans des conditions décentes. Les officiels qui partent aussi. La Ligue a les conditions de travail extraordinaires et plus des salles qui leur permettent de rentabiliser, d'assurer au moins leur fonctionnement. Voilà sur le projet sur lequel nous sommes partis. Et aujourd'hui, faites-moi confiance, vous aurez l'occasion de le vivre de toutes les manières. La FIFA est en train de prendre justement notre projet pour un cas d'école. J'allais vous poser la question, d'où vient l'argent? J'allais vous demander d'où vient l'argent. Pardon? Le financement vient entièrement de la FIFA. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, des experts de la FIFA étaient là au Niger il y a quelques mois. Ils sont restés en expectative en voyant ça. Et notamment le directeur financier de la FIFA, qui ne connaissent pas un pays qui, sur les fonds FIFA seulement, est capable de développer ce que nous avons développé comme projet. Que c'est impossible, d'après eux. Je leur ai dit, bon, l'impossible a été fait en tout cas au Niger. Nous l'avons fait, c'est sur des fonds FIFA. Et quelques partenaires que nous sollicitons de temps en temps à vous faire. Voilà, chers téléspectateurs, chers amis, nous allons passer au troisième volet, c'est le MENA. Le MENA, c'est... Tout le monde aime le MENA. Quand le MENA joue, en tout cas, tous les supporters se déplacent pour aller supporter leur équipe nationale. Alors, chers confrères, sauf s'il y a M. Asman, Abdraman Asman, qui veut poser une question. Voilà. Je rappelle que c'est un fervent supporter et amateur de l'Espoir FC de Zander. C'est un dirigeant de l'Espoir. Merci beaucoup, M. Assoumi. Bonsoir, M. le Président. Moi, c'est Abdraman Ousmane Maman AOM. Je suis journaliste à l'agence nigérienne de presse ANP. Comme vous l'avez dit, je suis vraiment le championnat national. Moi, c'est ma passion comme ça. C'est là qui va vous permettre de me permettre aussi de revenir un peu sur le championnat national. Monsieur le Président, depuis les années 2000, on a vu quelques difficultés insurées au niveau du football nigérien. Mais après votre arrivée, juste 2 ans, le Niger a eu à s'illustrer au plan africain en ayant 2 qualifications. Et cela veut dire que nos clubs, il y avait un travail qui était bon avant votre arrivée. Mais maintenant, nous avons constaté que nous avons un championnat avec 14 clubs, mais qui, ce n'est que
3 stades de l'intérieur du pays qui sont chaque semaine animés. Par exemple, quand on va vers le stade de Maradi, le stade d'Agadez, vous voyez, Tillabéri, Difa, les autres régions, vraiment c'est mou, et la Super League ne se passe pas. Et concrètement, qu'est-ce que la fédération est en train de faire pour ramener un peu, revivre ce football à l'intérieur du pays pour que ce championnat prenne son nom du championnat national? Parce que quand vous voyez à Maradi, par exemple, Dambosco n'est plus là. Quand vous voyez à Zender, Al Nassr Club, à Zaf, tout ça là, à Agadez aussi, qu'est-ce que la fédération est en train de faire pour ramener que ce football soit vécu, la Super League, à Difa, tout comme à Tillabéri aussi? Merci bien. Écoutez, c'est une question très pertinente. Ce débat revient tout le temps. Le problème, ce n'est pas la fédération nigérienne seule qui peut solutionner ce phénomène-là. Je vous ai dit tout de suite en expliquant que nous avons créé un deuxième niveau de championnat justement pour répondre à ce problème-là. Parce que nous avons constaté effectivement que la Super League ne se jouait pas sur toute l'étendue du territoire. Nous avons créé la Ligue nationale qui est en train de se jouer actuellement, qui se joue sur toutes les 8 régions. Sur Tillabéri, partout, les gens jouent en aller-retour, ils reçoivent. Donc ça fait vivre les stades régionaux. Maintenant, la Super League, c'est une question de moyens. Il ne faut pas que nous occultons l'aspect compétition. Le football, c'est de la compétition. C'est de l'élite. La Super League, c'est l'élite. C'est du professionnalisme que la FIFA demande même aujourd'hui. Et cet aspect-là, ça demande des moyens financiers. Nous avons tout fait. Nous nous sommes battus, nous subventionnons au même titre les clubs, de toutes les manières, pour que effectivement des clubs de l'intérieur puissent tenir. Mais pourquoi les clubs, justement, de l'intérieur ne tiennent pas? C'est faute de moyens financiers. Et ça, ce n'est pas la Finifoot qui a la clé. Ce sont les régions qui ont la clé. Les ressortissants des régions. Je le dis toujours quand je vais à l'intérieur. Je ne peux pas comprendre qu'une région comme Maradi, on me dise qu'un club comme Jean Gorgeau, tout Maradi ne peut pas le supporter pour qu'il puisse vivre. Et jusqu'à ce qu'il tombe. Je ne peux pas comprendre qu'à Zender, Nassara est tombé, Espoir tient à peine. Qu'on me dise tout Zender, on ne peut pas faire monter un club en Super League. Ça peut se faire. Si les gens sont jaloux de leur région, jaloux de leur football. C'est ce qu'il faut. Et c'est ce qui se faisait dans le passé. C'est que dans le passé, toutes les régions étaient derrière leur club. Les gens me posent justement la question souvent, oui, pourquoi on ne prend pas des joueurs dans le MENA, des joueurs de l'intérieur dans le MENA? C'est le même phénomène. Je le réponds toujours aux gens. Parce que chaque fois qu'il y a un excellent joueur à Zender ou à Maradi ou à Agadez, dès que la saison finit, le club le vend à un club de Niamey. Parce que les clubs de Niamey ont de l'argent. Mais si les régions mettent de l'argent pour maintenir leurs joueurs dans leur club, on ira les prendre dans les clubs. On ne va pas les prendre à Niamey, on ira les prendre. Donc tous les meilleurs joueurs se retrouvent dans les clubs de Niamey. Nous sommes obligés de sélectionner à Niamey. C'est ce phénomène-là qui se passe. À Agadez, si les gens mettent les moyens, et je dis à Agadez, moi je suis confiant dans l'avenir. Parce que j'ai vu les mobilisations qui se créent là-bas, j'ai vu les autorités d'Agadez prendre en tout cas conscience du phénomène football, et je sais que dans quelques années, Agadez va faire parler de lui sur le plan national. Si ces phénomènes, si cet engouement se crée et que les gens se mettent vraiment à vouloir que leur région soit représentée dans l'élite, ça sera le cas. Ça sera forcément le cas. C'est ce qui est perdu aujourd'hui. Malheureusement, la plupart du temps aujourd'hui, on assiste à quoi? Dès qu'on parle du football, Kaï, Ballon, Arakan Banzaou, des trucs comme ça. Il faut que ça change. Alors, AOM, j'espère que votre préoccupation, vous avez une réponse. Mais on va rapidement parce que je tiens beaucoup, parce que nos téléspectateurs tiennent beaucoup à ce qu'on parle de l'équipe nationale, le MENA du Niger qui a disputé ses 2 derniers matchs en novembre face au Burkina Faso à Marrakech, puis face au Djibouti, ici même au Niger. Et 4 points qui lui a permis en tout cas de rester encore dans les phases, de ne pas jouer les préliminaires. Alors, je vais poser la première question, Monsieur le Président. Quand vous êtes arrivé à la tête de la Finifoot en 2009, et dès en 2012, le Niger participe à sa première CAN, puis suivi d'une deuxième en 2013. Donc vous avez placé la barre très haute. Puis
depuis 2013, le Nigérien ne peut pas voir son équipe nationale à la CAN. On regarde tous la CAN à la télé. Alors, comment vous avez fait pour qualifier le MENA en 2012 et 2013 et que depuis, ce n'est plus possible? Merci Assimi. Ben, ça c'est le sujet effectivement le plus large, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que comme l'a dit un de mes anciens dans le domaine qui était le président de la Fédération algérienne de football, Raoua, en me conseillant dans le passé, m'avait dit, tu sais, tu as beau faire tous les efforts du monde pour développer tout ce que tu veux comme projet, dès que l'équipe A ne marche pas, on dira que le football ne marche pas. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons connu des succès parce qu'il y avait des conditions et des circonstances favorables à l'époque où nous avons connu ces succès-là. Qu'est-ce que j'appelle circonstances et conditions favorables? C'est qu'il y avait une excellente collaboration entre nous et la tutelle, notamment le ministère des Sports. Nous sommes partis, rappelez-vous bien, depuis, j'ai connu le ministre Kazalma d'abord quand je suis arrivé, ensuite le ministre Salou Gobi brièvement, mais notre première qualification au CHAN, c'était avec le général Meimanga, qui était ministre des Sports, qui était notre aîné, qui nous a conseillé, qui nous a accompagnés, vraiment avec tout ce qu'il faut comme assistance en tout cas, et complicité et collaboration. C'est ça qui a fait nos succès à lui et moi d'abord, et au CHAN. Et c'est sur ces fondations-là que nous sommes partis pour arriver à la CAN. Il avait été remplacé par le ministre Paix à son âme, Hassan Kounou, qui a été un ministre très compréhensible et très disponible pour la Fédération nigérienne de football. Je pense que la clé de notre réussite est partie de là, de cette collaboration-là. S'il y a une excellente collaboration entre la tutelle et les fédérations, il ne peut y avoir que des résultats satisfaisants pour les trucs. Mais si nous sommes en train de nous jeter des bâtons dans les roues, comme on dit, des pots de banane du moins, et nous mettre des bâtons dans les roues, on aboutira toujours à ça. C'est ça qui explique le fait que depuis un certain nombre d'années, nous ne nous qualifions pas. Je dis, il y a eu les circonstances, une bonne collaboration avec le ministère et l'accompagnement politique extraordinaire qu'il fallait à l'époque. Il faut le reconnaître. Le chef de l'État, à l'époque, suivait l'équipe nationale pas à pas, le président Issoufou. Il ne lésinait pas, en tout cas, sur les moyens pour nous accompagner et pour accompagner l'équipe nationale. Rappelez-vous bien, avant tous nos déplacements, on avait le Mont Bagazem, les C130 à disposition, ça a été ça pour les CAN. Les financements, les conditions dans lesquelles l'équipe jouait étaient excellentes parce que tous les moyens suivaient. On avait l'oreille attentive, effectivement, du gouvernement, notamment du président de la République et du Premier ministre Brigitte Raffini, qui était à l'écoute de toutes nos aspirations parce qu'ils se sont rendus compte, comme l'avait dit à l'époque le président, que le football est un meilleur ambassadeur, en tout cas pour un pays, pour l'image d'un pays. C'était ces conditions et ces circonstances qui ont fait nos qualifications. Malheureusement, comme on dit, vous savez bien, dans toute œuvre humaine, ça existe. Le succès appelle toujours la convoitise et la jalousie. Malheureusement, nous sommes partis dans ça. Dès que les gens ont vu que ça se faisait bien, il fallait trouver les solutions pour freiner ça. Ça, je le dis en toute âme et conscience parce que je sais, j'ai les preuves. Des gens se sont réunis, des gens se sont assis pour dire que cette fédération, la seule manière de la stopper, il faut leur couper les vivres. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et malheureusement, je le dis, souvent quand tu dis quelque chose pour essayer d'arranger, quelqu'un peut prendre mal et puis ne pas demain dire que tu... Je dis, les gens ont créé une crise entre la tutelle, entre le ministère des Sports et la Fédération nigérienne de football, qui, depuis le départ de Kounou, et qui a subsisté pratiquement jusqu'à aujourd'hui. À quelques à-coups près, on a pu arranger avec certains ministres. C'est ça qui fait. Donc aujourd'hui, comment voulez-vous que nous nous qualifions si les circonstances sont telles que nous ne collaborons pas avec le ministère? Au contraire, les gens nous mettent des bâtons dans le roue. C'est comme si des gens sont contents que le Niger perde. Parce que si le Niger perd, c'est Pelé qui a perdu. C'est pas Pelé, c'est le Niger qui perd. Effectivement. Alors, Abdelaziz Issaka, et Abdelaziz, excusez-moi, Abdelaziz Mamadou, c'est l'habitude. Hein. Merci, Monsieur le Président. Dernièrement, il y a eu une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle le terme parents, amis et connaissances est sorti, faisant cas de comment la sélection nationale est faite.
les joueurs qui ne jouent pas en équipe nationale, des joueurs, des parents, amis et connaissances proches de la FENIFOOT ou proches même du président de la FENIFOOT. Vous n'avez rien dit jusque-là. Qu'est-ce que cela a suscité en vous d'entendre des gens évoquer le terme parents, amis et connaissances dans les sélections nationales? Écoutez, moi je trouve ça très ridicule. D'abord, c'est parti d'un malentendu. Je pense que vous êtes mieux placés, les journalistes, parce que vous avez vécu cette conférence de presse. Vous savez exactement ce qui s'est passé et ce que le coach a voulu dire. Il s'adressait plus à la presse qu'à la fédération. Mais ce qui m'a déçu, c'est que on sait, tout le monde sait qui a manipulé ces images-là pour faire cette intoxication-là, pour déformer les propos du coach. Mais ce que j'ai trouvé des autorités, certaines autorités ont pris ça comme argent comptant. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Des collaborateurs, des gens avec lesquels on collabore directement, ont pris ça pour argent comptant. Alors que c'est du faux. Le coach n'a jamais dit que nous intervenons pour mettre des parents, amis et connaissances, mais qu'on me dise qui est mon parent dans l'équipe nationale. Moi, je n'en ai pas. Et le football est un des métiers, un des sports où on ne peut pas tricher. Parce que c'est sur le terrain, là. Si tu ne sais pas jouer, ça se voit, c'est sur le terrain que ça se fait. On ne peut pas tricher dans le football. Tu ne peux pas faire une intervention pour amener quelqu'un qui ne mérite pas l'équipe nationale, c'est impossible. Par contre, nous disons, quand on nous dit qu'il y a des injustices, nous attirons l'attention de l'encadrement. Ça, oui, s'il y a un joueur qui est excellent, nous avons joué tous au football. Et nous avons connu des résultats grâce à ça. Parce que si un joueur est bon, on intervient pour dire qu'il est bon, il faut le sélectionner, oui. Il veut avoir des problèmes de personnes entre des joueurs et l'encadrement. Ça existe, ça a toujours été le cas. Pas qu'au Niger, hein. Ça existe, vous savez bien, vous le vivez. Ça existait un peu partout. Donc on intervient dans ces domaines-là pour amener un peu de l'ordre. En dehors de ça, nous ne voyons pas. Pour quel mérite? Et on nous dit, vous me faites bien de me dire, on parle toujours de ce coach, du coach Cavalli. Les gens ont surfé sur son salaire qui touche 10 millions, ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux, il n'a qu'un salaire de 6 millions. Contrairement à certains, si vous comparez, les gens ont fait la comparaison pour dire de prendre des nationaux, Aliou Cissé qui est au Sénégal ou en faisant allusion à l'Algérien Belmadi. Ces gens-là, moi je vous laisse le libre cours d'aller vérifier leur nationalité. Ensuite, c'est surtout le plan salarial. Aliou Cissé touche 17 millions par mois. Et Jamel Belmadi touche 37 millions par mois. Donc ne venez pas dire qu'ils touchent des salaires qui sont chauds. Même le Burkina, si on peut aller, celui qui était à côté de nous, qui est un coach national, c'est Kamou Malo du Burkina. Il a 9 millions de salaires par mois. Donc il ne faut pas qu'on dise que le coach du Niger touche, parce que les gens sont allés dans l'intoxication, ils touchent une dizaine de millions et ils touchent mieux que le président de la République du Niger. Il faut que les Nigériens fassent attention à certaines choses, parce que ces gens de mauvaise foi surfent sur votre crédibilité, je vais dire. Ils savent que les gens sont un peu crédules parce que les gens ne prennent pas la peine de s'informer, d'aller sur les réseaux et surtout sur Internet pour voir ce qui se passe réellement. Qu'on dise que le coach touche plus que le président de la République du Niger, mais dites-moi quel est le pays. J'ai dit Aliou Cissé, il touche 17 millions de francs CFA. Est-ce que le président de la République du Sénégal touche cette somme-là? J'en doute fort. Allez vérifier quel est le salaire de Didier Deschamps en France. Est-ce que le président Macron touche son salaire? Ça m'étonnerait fort. Est-ce que le président d'Algérien touche 37 millions comme touche Jamel Belmadi? Ça n'existe nulle part au monde. C'est comme ça, c'est le football qui fait ça. C'est la loi du football. C'est les exigences. Donc c'est des exigences du football. Mais comparer ça à un truc national, c'est de la mauvaise foi, je dis. Aujourd'hui, on peut dire combien touchent les joueurs de football en salaire. Il y en a qui ont 1 million d'euros par an ou 1 million d'euros même par mois. Le dernier contrat, je pense que Kylian va signer. Ça tourne sur ça. Pour précision, Monsieur le Président, Kylian Mbappé, s'il signe, il a 100 millions d'euros. S'il signe 100 millions d'euros. S'il signe pour le PSG. Quel est le chef d'État mondial sur le plan mondial qui a ce salaire? Donc, en tout cas, il faut savoir raison garder. Alors, Matin à Radio, vous avez la parole. Monsieur le Président, en début d'année, je précise qu'il faut que les Nigériens le sachent. Notre coach aujourd'hui est assis, il a 11 mois d'arriéré de salaire à ce jour. Avec l'État du Niger. Avec l'État du Niger. Et pourtant, ce monsieur ne fait pas de lui, il essaie de faire son travail. Et on nous demande des résultats. Ce qui n'est pas normal. Mais je dis, et je précise, le gouvernement a créé toutes les conditions pour qu'il soit mis dans ses droits. En début d'année, vous avez suivi avec nous, comme nous et comme tout autre Nigérien, la CAN au Cameroun.
vous, en tant que président de la Fédération nigérienne et en tant que membre du comité exécutif de la CAF, ne voyant pas votre pays parmi les 24 qui ont participé, est-ce que vous vous êtes senti très bien? Bien sûr, Martin. Moi, pas à cette CAN-là. Déjà en 2019 en Égypte, j'étais vraiment très frustré. Parce que la CAN en 24 et les pays que j'ai vus, je savais qu'on pouvait y être. Si on avait un tirage favorable, si on avait créé surtout les conditions. On revient toujours sur ces problèmes de financement et sur les conditions de jeu et sur les conditions des joueurs. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vit, je vous dis. Tant qu'on ne va pas avoir l'assistance et la compréhension et l'implication réelle et franche de la tutelle, on n'ira pas à une CAN prochaine. Je reviens, permettez-moi cette digression, parce que c'est bon que les Nigériens le sachent. Depuis des années, il y a eu beaucoup de bruit. C'était ça, en fait, la logique que les gens ont créée pour casser tout le financement du football. Il y a une suspicion qui a été créée à travers la gouvernance de la Fédération nigérienne de football, à travers les 2 CAN que nous avons connus. Vous vous rappelez bien, on a dit qu'énormément de sous ont été mis à notre disposition. Il y a eu des détournements de fonds, nous avons fait ce que nous voulons. Certains de nos camarades qui ont quitté notre bord nous ont traînés même en justice. Et on a eu un procès par rapport à ça. On nous a accusés de détournement de fonds. On a eu un procès depuis 2013 à 2020. Et nous avons été blanchis en 2020 correctement. Les gens ont pris tout le temps d'étudier. Nous avons été blanchis. Parce que les gens ont regardé tout de fond en comble les dossiers de la CAN. Ils ont vu que certains, justement, qui sont allés porter plainte, c'est plus ce qu'on dit communément. Ce sont les voleurs qui criaient aux voleurs. Donc je parle, c'est important que j'en parle, que les Nigériens sachent. Il y avait un mécanisme qui avait été mis en place à l'époque pour ces fonds-là. À l'époque, nous avions conseillé le ministre Hassan Kounou pour lui dire attention, c'est sensible. Quand il y a une mobilisation de fonds, il faut faire attention à la gouvernance, à la gestion de ces fonds-là. Créer un fonds. Donc il y avait l'organisme de mobilisation qui était présidé par le docteur Djamila, que tout le monde connaît, qui a fait la mobilisation, qui a récolté des fonds, qui étaient logés dans un compte à la Sony Bank. Sur ce compte, il y avait la signature du docteur Djamila, qui était la présidente du comité, et le ministre Hassan Kounou. Ce compte devait alimenter donc toutes les activités de la fédération. Les gens ont voulu que ça vienne dans nos comptes, j'ai dit non. Je suis reparti voir le ministre Kounou, je lui ai dit, monsieur le ministre, si vous m'écoutez, créez un compte MENA à Sony Bank et écrivez au ministre des Finances pour qu'il vous désigne officiellement un régisseur de ce compte-là, au nom de l'État. Chose qu'il a faite. Il y a eu un compte créé, un régisseur désigné par le ministère des Finances. Et ce compte a fonctionné comme ça, avec la signature du ministère, du régisseur et la signature de la FiniFoot. La FiniFoot avait 2 signataires, moi et un de mes vice-présidents, qui étaient signataires. C'est comme ça que ces fonds ont été gérés et dépensés. Et moi, président de la Fédération nigérienne de football, vous savez qu'à l'époque, j'étais au comité d'organisation de la CAN. Donc avant que notre équipe ne parte, que les gens ne partent, j'étais déjà parti en place. J'étais déjà en place au Gabon. Donc je n'ai pratiquement signé aucun chèque sur les titres. Mais les fonds ont été donc dépensés à partir de ce compte-là. Comment ça s'est passé? Un seul exemple que je vous donne, ou 2 exemples. Et des gens sont retirés pour dire qu'eux ne sont pas concernés, c'est que le président de la FiniFoot qui a géré. Alors que je n'ai fait que assumer mes responsabilités de président de la fédération pour demander, effectivement, faire un bilan, demander des comptes aux gens pour qu'ils justifient ce qui a été mis à leur disposition. Ce que je sais juste brièvement, sur les fonds mobilisés qui ont fait beaucoup de bruit, c'était les fonds récoltés au niveau des téléphonies mobiles, qui ont fait beaucoup de bruit. Le comité avait mobilisé 483 millions, je crois, au niveau des trucs de téléphonie mobile. 483 millions. Tenez-vous bien, sur les 483 millions, les messieurs qui sont allés crier, dont M. Meyaki, que vous connaissez, a pris la moitié de la somme, 240 millions au moins, sous un fallacieux prétexte de communication, je ne sais pas quoi, gouvernemental ou quoi. Ils se sont attribués ces fonds. Sur les 483 millions, 240 millions sont allés dans ces poches pour ça. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Je dis que nous, on nous a traînés en justice. Parce qu'on dit qu'il y a une dénonciation et que la justice s'est saisie de ça. J'espère que les gens chercheront à voir clair aussi dans ces trucs-là.
un autre acteur qui dit qu'il n'est pas concerné par la gestion, notre honorable ou votre honorable serviteur, comme il se fait appeler tout le temps, M. Abdraman Oumarou, tout le monde sait à gérer. Nous avons déplacé 350 personnes au Gabon pour cette canne-là. Les avions amenés, il fallait gérer les hôtels, l'alimentation des gens et tout. C'est lui qui était en charge de ça. Il a géré dans ces fonds-là 163 millions de francs CFA. Comment ça s'est fait? Il y a des financiers qui sont là, il y a un régisseur du compte. Ils savent ce qui s'est passé après sur les comptes rendus. Moi, je ne rentre pas dans les détails. J'espère que demain, les gens regarderont ce qui s'est passé réellement. Mais je pense que ces gens ne peuvent pas se positionner en donneur de leçons. Nous nous sommes tués depuis toutes ces années parce que l'affaire était en justice. Nous ne pouvons pas commenter ça. Mais aujourd'hui que nous sommes blanchis, nous allons nous faire le plaisir justement de donner des détails sur ça dans l'avenir. Donc ça, tout ça a été fomenté pour casser justement les financements. Ça a fait que le politique même a perdu confiance en quelque sorte à la fédération, disant peut-être s'ils mettent des fonds à notre disposition, c'est mal géré. Les sponsors ont commencé à se retirer parce que disant qu'il y a un problème de gouvernance. Alors que tout était fabriqué et fait exprès pour justement couper les financements du football. Mais aujourd'hui, je vous dis, il faut que les Nigériens le sachent, si on ne repart pas dans ça, pour recréer la confiance, pour que les partenaires nous accompagnent, pour que le politique nous ait les moyens, pour qu'on crée les conditions, pour que nos joueurs soient vraiment dans des conditions de fierté et qu'ils aient envie de se sacrifier, on n'ira pas à une Coupe d'Afrique dans des conditions telles qu'on est en train de faire en tout cas, telles qu'on est en train de faire, de se mettre des bâtons dans les roues, on n'ira pas à une canne encore. Mais je dis, c'est possible de le faire. Si on arrive à recoller les morceaux, on ira en Coupe d'Afrique, sans problème. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, les joueurs souffrent. Au moment où je vous parle, nous avons joué, vous avez dit, il y a 5 mois, le Burkina et Djibouti, il y a 5 mois. Mais ça fait 5 mois, les joueurs atteignent toujours leurs primes, qui ne sont pas payés. Et je sais que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire. Je sais que le gouvernement, en tout cas là-haut, au niveau supérieur, quand on pose les problèmes, les gens les solvent toujours. Mais aussi faudra-t-il les poser. Donc aujourd'hui, nos joueurs, jusqu'à présent, n'ont pas eu leur prime de match. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que ces garçons aient l'esprit de sacrifice et le courage de vouloir faire mieux? Alors que par le passé, chaque fois, les autorités politiques le faisaient avec plaisir. C'est même pas la prime promise qu'on donne, on double la prime chaque fois. Et ça ne traînait jamais. C'était toujours déposé. Dès qu'ils gagnent, ils ont leur prime. C'est aussi vrai qu'on vous avait demandé de ne pas faire appel pour les 2 matchs des joueurs qui sont à l'extérieur. Exactement, nous avons vécu ça aussi. Ça fait partie de ce que je dis. On arrive à convaincre le ministère des Sports pour qu'ils... Certains gens insidieux arrivent à les convaincre pour qu'ils aillent prendre ce genre de décision. Comment voulez-vous comprendre que les 2 derniers matchs effectivement qu'on a joués, notre ministère nous écrit pour nous dire que à ces matchs-là, nous ne vous autorisons pas à appeler vos professionnels, vos joueurs expatriés, jouer les matchs avec les joueurs locaux. Alors que tout le monde sait que les résultats de ces matchs-là comptent dans notre classement FIFA. Et si nous ne gagnons pas ces matchs ou si nous n'avons pas les bons résultats que nous avions eus, on allait descendre sur le classement et on allait aller jouer les préliminaires. Et ce serait d'autres dépenses pour l'État? Bien sûr, ça allait être des dépenses supplémentaires. Ouais. Et même pas sûr que nous puissions nous qualifier pour aller en poule. Alors qu'aujourd'hui, tout le temps, nous jouons directement en poule parce que nous avons un certain standing. Donc on nous a fait ça, nous imposer. Nous étions obligés, nous, de prendre nos responsabilités, de convoquer nos joueurs et de payer leurs billets et leurs primes pour qu'ils viennent jouer. Et ça a donné les résultats que vous connaissez. Après, les gens ont applaudi. Mais ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas une bonne chose. Je ne vois pas pourquoi le ministère peut décider, voilà avec qui vous devez jouer un match. Ça a été une erreur, je pense. Et j'espère que ça ne va pas se répéter dans l'avenir. Est-ce que dans ces conditions-là, vous pensez que l'équipe nationale va pouvoir continuer par jouer? Si tel est, comme vous êtes en train de le dire. Dans ces conditions, on n'ira nulle part parce que ça démotive en plus les joueurs. Ça démotive. Comme je vous dis, aujourd'hui, on vit beaucoup de choses. Je vous dis, je ne voudrais pas rentrer dans beaucoup de détails. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent. Regardez aujourd'hui les tests Covid. Quand nous jouons un match, la fédération nigérienne est obligée de payer les tests Covid. Dans tous les pays, c'est gratuit pour les équipes nationales, sauf au Niger. Mieux, de toutes les années, ça s'est toujours fait. C'est une réciprocité. Quand une équipe nationale vient jouer au Niger, on leur fait les visas gratuitement. Quand nous partons, ils nous font les visas gratuitement. C'est les accords, ça, dans tous les pays, les trucs FIFA. Aujourd'hui, en recevant Djibouti
et les autres ici, on était obligés de payer leur visa. Ce qui n'est pas normal. On demande des passeports de service pour nos joueurs, on nous les refuse. Alors que les joueurs de l'équipe nationale, c'est quand même un service d'utilité publique qu'ils font. C'est le drapeau national qu'ils portent sur leur maillot. Ils représentent le Niger. Les passeports de service, on le fait dans toutes les équipes nationales, c'est des passeports de service. Certains, c'est même des passeports diplomatiques. Mais le passeport de service, pourquoi nous le demandons pour nos joueurs? Parce qu'ils représentent non seulement le Niger, mais ça facilite les entrées dans des pays parce que souvent il y a des problèmes de visa. Alors que les passeports de service peuvent permettre à nos joueurs de transiter ou d'avoir des facilités de visa quand l'équipe nationale se déplace. C'est juste pour ça. Donc il y a beaucoup de mécanismes comme ça qui peuvent casser le moral des joueurs. Les gens ne se rendent pas compte. Et qui peuvent jouer sur le moral des joueurs. Ouais, effectivement. Donc je pense, alors que dans le passé, ça se faisait automatiquement. On n'avait pas cette souci-là. Alors pourquoi ça revient? Alors, Monsieur le Président, parlant de passeport, je me le rappelle très bien, après le match de l'Algérie, le match aller, on a vu quand même des commentaires circuler sur les réseaux sociaux par rapport à la naturalisation d'un attaquant où un acteur que vous venez de citer se demandait comment est-ce qu'il a pu se procurer ce passeport. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cet état de fait? J'imagine qu'au moins la naturalisation se fait normalement au niveau de la présidence. Bien sûr. Écoutez, on est au Niger, il a parlé. Si ce n'était pas le cas, je suis sûr que la justice se serait saisie du cas. Ce joueur a joué au Niger pendant combien d'années? Il a séjourné. Les textes de la FIFA sont clairs. Allez sur les statuts de la FIFA, vous verrez les conditions de naturalisation, en tout cas d'acceptation d'un joueur pour qu'il joue pour une association nationale. Ces conditions ont été respectées. C'est ces conditions qui ont été, c'est ces dispositions des statuts de la FIFA qui ont été appliquées. Et le joueur en question a eu bel et bien, il y a une naturalisation nigérienne bel et bien faite et dans les normes, dans les règles de l'art en tout cas. Voilà pourquoi il joue pour le Niger aujourd'hui et avec fierté et avec compétence. On va donner la parole à Souleymane Salah pour qu'il pose sa question. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, c'est Salah Souleymane du journal La Nation. Alors, pour revenir à l'équipe nationale, Monsieur le Président, moi, j'ai deux petites questions. Alors, est-ce que vous pensez que Jean-Michel Cavani est l'homme qu'il faut pour le MENA? Est-ce qu'il a un projet pour le MENA? Est-ce que vous avez confiance à lui quant à la conduite éventuelle du MENA pour les prochaines éliminations de la CAN 2023? Est-ce qu'il a un projet concret que vous épousez? Bien sûr, écoutez, moi j'ai une très forte confiance en ce monsieur et beaucoup d'acteurs du football, je pense, reconnaissent qu'il a fait évoluer le football du Niger. On joue du ballon. Je parle sous votre réserve. Beaucoup de gens me disent que non, même si on a perdu, ils reconnaissent qu'aujourd'hui, nos joueurs ne jettent plus les ballons. Avant, on renvoyait, on jetait. Aujourd'hui, ils sortent la balle de manière propre. Ils arrivent à faire circuler. On arrive à faire du football, en tout cas, de qualité. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça fait 1 an seulement qu'il est là. Attendons de voir qu'il finisse sa 2e année dans des bonnes conditions aussi. Maintenant, depuis qu'il est là, comme j'ai dit, ça fait 11 mois qu'on ne paye pas de salaire. Pourtant, ce monsieur ne se plaint pas, il continue à travailler, il continue à se battre. Les Nigériens sont toujours pleins des expatriés qu'on prend, parce que la plupart ne restent pas au Niger, ils ne suivent pas notre championnat. Ce monsieur-là, je pense que tout le monde le voit tous les jours au stade Général Kounché. Il est assis, il suit le championnat, il arrive à sélectionner des joueurs. Pourquoi je dis que moi j'ai confiance en lui, je crois en lui? Tout le monde se plaignait du fait qu'on ne rajeunissait pas. Du moins, demander à ce qu'on rajeunisse notre équipe nationale. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, en voyant le travail que Jean-Michel Cavani a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abouti à quoi? À un rajeunissement de l'équipe. Jean-Michel Cavani était arrivé en tournant simplement dans le championnat national, en dégoûtant quelques jeunes joueurs. Il a repéré des joueurs que les gens ont abandonnés depuis. Nos enfants qui avaient fait la Coupe du Monde de moins de 17 ans et la CAN de moins de 20 ans étaient perdus, ne se retrouvaient pas en équipe nationale. Quand ce monsieur est arrivé, sans les connaître, en faisant le tour du championnat, juste en donnant des numéros, il a repéré ces joueurs-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous les retrouvez. Les Darenkoum, des Nyarbade et autres se retrouvent en équipe nationale. C'est grâce à ce monsieur-là. Donc je dis, moi, j'ai une confiance, en tout cas, j'ai 100% confiance en Cavani. Parce que je l'ai vu à l'œuvre, je l'ai vu travailler. Si on lui crée les conditions, si on le laisse travailler, sur 2 ans, notre équipe nationale va se métamorphoser. Aussi, faudra-t-il que tout le monde accompagne. Parce que ça interpelle tout le monde aussi.
les gens sabordent le travail de l'équipe nationale. Parce que les débats que nous avons eus, nous avons les explications. Certains de nos joueurs ont été démotivés et ont été montés contre les dispositions du coach par des gens externes que nous connaissons. Les joueurs ont reconnu. C'est ce qui fait, quand les joueurs ont reconnu qu'on les a influencés, ils ont changé d'attitude. Vous avez vu le résultat face au Burkina après et face à Djibouti. C'est une réalité qu'on vit. Nous vivons beaucoup de choses où des Nigériens se permettent, quand nous jouons au Niger contre une équipe adverse, quand le MENA joue, est-ce que vous savez que nous sommes obligés de mettre la police ou des agents de sécurité pour surveiller les arbitres? Parce que des Nigériens se permettent d'aller toujours voir les arbitres, même en monnayant, en leur donnant de l'argent pour faire perdre le Niger. C'est une réalité, on le vit au Niger. C'est ça qu'on vit. Donc les gens démotivent parce qu'on pense qu'en cassant, c'est la fédération qu'on casse. Alors que c'est le Niger, c'est notre équipe nationale. Donc ça, je dis, Cavalli a fait un travail qui a été sabordé par des gens. Fort heureusement, on est là, les entraîneurs nationaux sont là. Beaucoup connaissent, ils reconnaissent. Heureusement, ils sont mis autour aussi pour ramener effectivement les joueurs à l'ordre. C'est ça qui se passe. Donc il faudra qu'on s'y mette tous dedans pour éviter ces cas de figure-là. Et il faut que nous jouons notre rôle d'éducateur, comme j'ai coutume de dire à nos encadreurs. Parce que les enfants, là, nos joueurs, dans les fadas et là où ils partent chez les parents, les gens ont tendance à les pomper. Ah, tu as du talent, tu es excellent, tu es bon. N'accepte pas ce que le coach te dit de faire. N'accepte pas, non, on ne t'aime pas, c'est pour ça. C'est pas ça, éduquer des enfants. Et c'est ça qui fait que la plupart de nos footballeurs n'arrivent pas au haut niveau. Parce que dès qu'ils montent sur un niveau, ils se gonflent la tête, ils croient qu'ils sont parvenus, ils sont arrivés, on ne peut plus rien leur apprendre. C'est malheureux. Nous sommes en devoir de les éduquer, de leur dire la vérité. Quand ils partent dans les fadas, je m'adresse à vous, mes chers camarades des fadas où j'ai eu l'occasion de partir. Quand les joueurs viennent, sermonnez-leur. Dites-leur d'aller dormir. Un joueur ne doit pas rester jusqu'à 4 h du matin en train de boire du thé alors que le lendemain il a un match. C'est ce qui se passe. L'hygiène de vie, elle est importante pour leur carrière. Le fait d'essayer de progresser est important pour eux. Je donne l'exemple d'Adebayor. Il est là aujourd'hui. Ce garçon était l'avenir de notre football. Mais qui lui parle dans les fadas pour lui dire « Tu fais le con, arrête de faire des bêtises, va jouer, concentre-toi sur le truc ». Il est couché à Niamey tout le temps. Les gens préfèrent le voir dans les TGV, on l'applaudit. Ce n'est pas l'encourager. Alors qu'on devrait lui faire de la pression pour le pousser tous à rester dans les clubs européens qui ont voulu de lui. Aujourd'hui, il serait en train de faire parler du Niger. Donc on a tous notre rôle à jouer pour ce football-là. On a tous notre rôle à jouer. À l'époque où on se qualifiait, c'est ce qui se passait et il y avait une communion des esprits, comme je dis, autour de l'équipe nationale. Il faut que cette communion revienne et vous verrez, on aura des succès. Voilà, excusez-moi, juste parce qu'on est en tout cas à 10 minutes du temps réglementaire. On a 10 minutes du temps réglementaire, M. Ablaziz, et puis à Télé Sahel, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Et ce qu'il faut dire, tous ces problèmes que le président a soulevés, heureusement, il y a le président de la République, Bazoum Mohamed, qui a décidé d'accompagner. À Télé Sahel également, les premiers responsables sont des fervents amateurs de football et chaque décision, en tout cas chaque initiative que nous prenons, c'est accompagné à 100%. Ça, c'est déjà des pistes de solutions pour amener la cohésion nationale. Alors Ablaziz, je vais vous donner la parole, mais je rappelle que nous sommes à la 85e minute de jeu. Ça reste 5 minutes. Monsieur le Président, on aura bientôt les tirages au sort pour les éliminatoires de la CAN. Donc bientôt le début des éliminatoires. Et avant ces éliminatoires, on a une seule fenêtre FIFA pour jouer des matchs amicaux, gagner des points peut-être, mais avoir le niveau de nos joueurs avant de se lancer dans cette compétition. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on est sûr que le Niger va jouer des matchs amicaux lors de cette fenêtre internationale? Écoutez, bon, ça rentre justement dans la ligne qu'on dit, créer les conditions pour se qualifier. C'est la seule fenêtre, comme vous l'avez dit, si bien dit, effectivement, qui existe aujourd'hui avant les éliminatoires de la prochaine CAN. Si on ne joue pas sur cette fenêtre, c'est mort pour nous. En tout cas, nous nous sommes inscrits dans un tournoi qui va se passer à Nouakchott, en Mauritanie. Nous avons envoyé le budget au ministère des Sports. J'ai interpellé moi-même le ministre des Sports pour lui expliquer l'importance du fait de jouer cette compétition parce qu'apparemment il y avait des problèmes de finances. J'espère que ça va aboutir. J'espère qu'aujourd'hui on m'entend bien et que les autorités même entendront en tout cas
notre plaidoyer pour pouvoir nous permettre de compétir. D'autant plus que ce que vous avez dit tout de suite, même les joueurs de l'équipe nationale, la plupart quand j'étais au Cameroun à la CAN, me téléphonaient pour me faire ressentir leur amertume et leur regret de ne pas être à cette CAN-là, alors que s'ils s'étaient battus, ils pouvaient y arriver. Ce qui est déjà positif pour nous. Quand eux-mêmes se rendent compte qu'en réalité, ils avaient les capacités d'arriver, il suffit donc de les accompagner. La meilleure manière d'accompagner, c'est créer les conditions pour qu'ils compétissent, créer les conditions pour qu'ils aient un moral beau fixe et créer les conditions pour qu'on compétisse surtout. Il faut des matchs internationaux et encore des matchs internationaux. C'est la seule voie pour nous, en tout cas perfectionner notre équipe et pour avoir des résultats. Donc je prie le bon Dieu qu'on puisse participer en tout cas à cette compétition-là, en tout cas, et qu'on puisse voir ce que vaut notre équipe avant les éliminatoires. Ok, donc Adamou Boukari et Ali Maman, vous allez passer pour poser vos questions. On va rassembler vos deux questions parce que le temps réglementaire tire à sa fin. Comme ça, le président va répondre. Merci Assimi. Moi, c'est Boukari Adamou du journal Le Potentiel et en même temps